Salutations chers disciples d'Ahan, et bienvenue dans notre 78e review consacrée à l'anime Dino Daiboken. Cet épisode intitulé Survivant de l'enfer. Oui, donc cet épisode intitulé Le Survivant de l'Enfer a été diffusé le 21 mai 2022 et couvre le retour de Hime ainsi que sa toute nouvelle forme. Il adapte de la fin du chapitre 271 jusqu'à la fin du chapitre 274, concluant ainsi le magnifique volume 29 du manga. Bonjour, ici le staff. Cet épisode a été réalisé par Fumihiko Suganuma, que nous n'avons pas vu depuis l'épisode 35. En effet, il était occupé à travailler sur l'anime Aquatop, produit chez les studios Powerworks, avec qui il a l'habitude de travailler. Ici, son objectif était de faire une transition fluide entre la fin de Zaboera et le combat de Yonkel. Son storyboard est marqué par de nombreux petits détails pendant les passages de dialogue qui changent pas mal de choses, comme par exemple le poison qui sort légèrement des ongles de Zaboera, le petit sourire narquois de Hime, ou encore Yonkel tremblant suite aux séquelles de son coup reçu. Suganuma a également pu prendre le temps de développer quelques scènes comme l'introspection de Hime. La direction de l'animation est assurée par 3 animateurs habitués à la série, Naoki Murakami, Koji Watanabe et Yuka Takemori. Le tout sous la supervision de Hisashi Kagawa qui a avoué sur Twitter avoir corrigé un tiers de l'épisode. Allez, il est temps d'analyser cet épisode qui octroie une très belle promotion au pion Hime. C'est parti. L'épisode débute en reprenant la magnifique attaque de la croisée astrale de Nonberg face aux zombies Mérion. Zaboera est vaincu et tente de s'échapper en rampant sur le sol. Malheureusement pour lui, Crocodile lui fait face, et l'ancien légat des sorciers semble stupéfait, morvonné. Le roi des carnassiers a bien compris que si le sorcier lui offre un spectacle aussi misérable, c'est qu'il n'a plus aucune ressource pour se défendre ou s'enfuir. Zaboera tente bien de bluffer, mais c'est peine perdue. Dans le manga, les yeux de Crocodile étaient noirs, et il était entouré d'un fond gris pour bien mettre en valeur la gravité de sa réflexion. Quant au légat des sorciers, il était accompagné d'un fond brouillon, qui mettait bien en exergue sa recherche désespérée d'un moyen pour s'en sortir. Dans cette adaptation, sa peur est davantage mise en exergue, avec un regard paniqué cherchant à tout prix une échappatoire. Crocodile lève sa hache pour en finir, et un plan de côté assez pauvre nous est proposé pour présenter ce face-à-face. Un travail de mise en scène plus conséquent aurait été le bienvenu pour adapter ce passage. Ainsi, la case de base était tout de même plus esthétique, et concluait le chapitre 271 avec un suspense à toute épreuve. Était-ce vraiment la fin de Zaboera? Le sorcier tente de s'attirer la pitié du roi des carnassiers, en lui expliquant que la ruse était sa seule façon de survivre parmi les légats. Mais lorsque son ultime création a été vaincue, il a compris qu'il n'avait jamais fait que se servir des autres. Il aurait d'ailleurs été intéressant dans cette scène que Zaboera aille jusqu'à utiliser la mort de son propre fils pour s'attirer la pitié de Crocodile. Mais cette piste de victimisation du Z n'a jamais été retenue dans son scénario par Riku Sanjo. Et les traits du visage du sorcier durant ce passage sont assez anecdotiques, là où le manga nous présentait un faciès qui acceptait son sort et semblait plus crédible dans sa recherche de rédemption. Et que dire de son seiyuu Mitsuo Iwata, qui nous offre encore une fois une interprétation convaincante de cette ordure de Zaboera, prêt à tout pour s'en sortir. Le sorcier n'a plus de mana, mais il peut encore compter sur les poisons qui composent son corps. Il compte sur un moment d'inattention pour empoisonner son adversaire. On peut ainsi voir ses ongles changer légèrement de couleur pour illustrer son plan machiavélique. Dans le manga, il n'y avait pas de changement de couleur, mais on pouvait bien voir le fluide sortir. On n'a d'ailleurs jamais su si Crocodile s'en était aperçu ou pas. Contre toute attente, le roi des carnassiers fait tomber sa hache et semble accepter de donner une dernière chance aux légats. Ici, Zaboera sourit de toute sa bouche édentée, avec un travail d'ombre sur les côtés pour bien mettre en valeur sa perfidie. Dans le manga, sa réaction était plus subtile, on pouvait y voir la main tendue de Crocodile vers son visage, et la réaction du sorcier se lisait dans ses yeux. On le voyait vraiment jouir intérieurement à ce moment, comme si la victoire était déjà acquise. Il se précipite sur Crocodile pour lui affliger un coup fatal, mais ce dernier semblait déjà avoir tout anticipé. La planche du manga était assez marquante, où l'on voyait Zaboera utiliser ses dernières forces pour en finir avec ce nuisible. L'attaque est bien adaptée, mais peut-être un peu trop furtive pour apprécier les traits du sorcier, c'est un peu dommage. Crocodile fait alors tomber le manche de sa hache sur les bras de son adversaire, qui est complètement à sa merci. Le visage du sorcier apporte un effet presque comique dans cette adaptation, qui tranche assez avec la planche de base dans laquelle on ressentait toute sa douleur. Le roi des carnassiers lui apprend que si les batailles lui ont bien appris quelque chose, c'est qu'il existe en ce monde des individus qui ne changeront jamais. A ce moment-là dans le manga, une case nous présentait le visage de Zaboera tétanisé, qui sentait probablement sa mort arriver. Ce passage n'a pas été repris, tout comme la planche de laquelle Crocodile utilise son terrible Jokai Shingeki. On avait alors un plan plus large présentant l'effet de lumière de l'attaque à bout portant. Ces quelques cases auraient mérité d'être mieux adaptées, mais l'adaptation apporte tout de même un beau plan sur le sorcier dont le visage disparaît dans un déluge de lumière. De plus, nous avons droit à un plan inédit du corps calciné de Zaboera. Nous n'y avions encore jamais vu son visage une fois vaincu, et c'est assez choquant de le voir dans cet état.
Baduk arrive alors sur les lieux et se demandait bien où était passé le sorcier, étant donné que l'armée humaine ne l'avait pas retrouvé. Son ton léger et son rire tranchent radicalement avec l'instant grave de la situation pour Crocodile. La relation entre les deux légats est en effet très particulière. Le Z a toujours méprisé Croco pour son intelligence inférieure, du moins c'est ce qu'il pensait de lui. C'est aussi à cause du sorcier que le roi des Carnassiers avait tiré un trait sur son honneur pour la victoire à tout prix lors de la bataille de Romos. Zaboera représente donc aux yeux du roi des Carnassiers ce qu'il aurait pu devenir si ses désirs d'ambition avaient pris le dessus, et s'il n'avait pas rencontré Dai. Durant les paroles du Croco, l'anime nous présente le corps de Zaboera se fluidifier petit à petit. Cela reprend bien une des cases choquantes du manga, dans laquelle le sorcier était déjà une mare de poison. Oh le fillon! Il a été changé en boule de merdasse! Baduk rassure son ami, car même s'il était resté un ennemi pour l'armée humaine, il est convaincu que le roi des Carnassiers serait resté un adversaire honorable. Ces paroles touchent l'ancien légat droit au cœur, qui a toujours fait de son mieux pour retrouver son honneur. Dans le manga, la complicité entre les deux compères était marquée avec un petit clin d'œil accompagné d'une petite étoile, et le regard de Crocodile en disait long sur l'importance de la relation avec le vieux soldat. Pendant ce temps, Yunkel continue de rétamer les monstres de l'armée du mal sans aucune difficulté. On peut voir un nombre de corps incalculable de corps défaits par terre, ce qui reprend une des cases verticales du manga. Une voix familière résonne sur le champ de bataille, et le Belzébuth qui se retourne se prend une grosse mandale en pleine gueule. Incroyable, mais vrai. Im a survécu, et est bien décidé à terminer son combat contre Yunkel. Le manga laissait légèrement plus de place au suspense à ce moment, où l'on pouvait voir une ombre à la place du corps de Im dans l'une des cases. La surprise du BG est bien adaptée pour ce passage, et c'est sur ce moment que se terminait le chapitre 272 du manga. Comment le pion avait-il bien pu survivre? Le BG intellectuel se demande s'il s'agit bien de son ancien adversaire. Après tout, Adlar est mort, et toute sa garde tout entière aurait dû être détruite en même temps. Im ne comprend pas non plus comment il peut être encore vivant. Dans le manga, son regard était caché par des ombres pour renforcer cette sensation de mystère autour de ce retour. Un flashback nous ramène à sa défaite face au guerrier immortel. Un travail de mise en scène important a été réalisé à l'occasion, où l'on peut voir le pion sombrer dans les abîmes, comme si son existence dérivait vers la mort. Dans le manga, il restait allongé sur le sol et il n'y avait pas de travail graphique particulier. Im ressent la disparition de ses amis, et un magnifique plan nous est proposé pour marquer leur disparition. Cela reprend une des cases d'origine, mais force est de constater que le travail réalisé ici est encore plus convaincant. Le pion laisse couler des larmes sur son visage, mais il refuse que son existence cesse sans qu'elle ait pu compter. Il refuse que la garde d'Adlar disparaisse avec lui. Le travail de son seiyuu Shinichiro Miki est exceptionnel et rend hommage au personnage. Dans le manga, la case sur les larmes de Im était incroyable, avec à la fois une sensation de tristesse, de rage et de désir de vivre à tout prix. Comme nous l'avons pu vous l'indiquer, les larmes de Im sont très importantes dans le développement du personnage. C'est pour cela que leur disparition dans l'épisode 58 était un point que nous avions relevé. Suite à ce refus de mourir, Im s'est réveillé et ses blessures étaient guéries. Yunkel se demande si cela veut dire que Im est devenu autre chose qu'un pantin créé par la magie. Dans le manga, il y avait un zoom sur son regard à ce moment-là, car il comprenait la nouvelle nature de son adversaire. L'armée des monstres se moque d'Adlar et provoque Im en le faisant passer pour un loser. Dans les cases de l'œuvre originale, on avait davantage l'impression que les monstres l'entouraient, alors qu'ici on a plus la sensation d'un face-à-face. Un Belzébuth frappe Im en plein visage. C'en est trop pour lui, laisser son seigneur être traité de la sorte par des sous-monstres, jamais il ne laissera passer cela. Une fois de plus, Shinichiro Miki nous offre une prestation formidable, comme il avait pu le faire dans son rôle de Zamasu dans Dragon Ball Super. La musique s'envole et rappelle dans ses sonorités le thème d'Adlar. Le crâne de Im explose et laisse apparaître l'aura des flammes des enfers. Des cheveux argentés apparaissent petit à petit et un bruit métallique conclut cette nouvelle forme. Un superbe travail de mise en scène a été réalisé ici. La page du manga était à ce moment-là très basique dans sa construction. Quel plaisir pour les fans! Un plan absolument magnifique fait apparaître Adlar derrière Im et reprend parfaitement la case de base du manga. Le simple pion aurait-il atteint le niveau de son seigneur? Dans le manga, on pouvait alors voir Im hurler avec un visage de toute beauté. Une double page nous présente alors sa nouvelle puissance. Le bonheur continue avec une scène de baston ultra dynamique, dotée d'une animation soignée et du thème d'Adlar. Im prend alors conscience de sa nouvelle forme et se souvient des paroles de son maître. D'après lui, le pion était celui qui lui ressemblait le plus. Dans le manga, lorsque Im saisissait ses cheveux, ses yeux étaient noircis, comme pour souligner le poids de l'héritage qu'il avait désormais sur ses épaules. Le guerrier au QI illimité comprend que le pion est devenu un être vivant par sa propre volonté. Il peut donc utiliser de l'aura pour se battre. Et comme son corps est constitué de ricalque, cette combinaison le rend à présent aussi puissant que l'épée de Dai. La direction reprend la case de base du manga dans laquelle ces explications sont accompagnées de Dai réalisant un avance trash. On peut dire que ça c'est un sacré power-up, hein. Le pion veut terminer son combat et se précipite sur Yunkel. Il ne lui fera aucun cadeau.
C'est là-dessus que se terminait le chapitre 273 du manga, avec une sensation de vitesse appuyée sur le pion et le visage médusé du pauvre Yunkel. Ah là là, que de suspense dans ce volume 29. Sur la terre ferme, l'armée reprend peu à peu ses forces. Le plan large mettant la reine Flora au centre du jeu est bien repris et nous rappelle toute son importance. Bien que les soldats soient épuisés, il faut absolument porter main forte à Dai. C'est évidemment notre rongeur préféré qui va se porter volontaire à l'aide de son armée. Gomez se moque de lui, mais on peut lui reconnaître son grand courage. Chu cherche des survivants capables de l'aider, et c'est bien sûr Crocodile qui sera retenu. Et alors qu'il cherche le healer du groupe, il ressent comme une pression néfaste. Un plan désopilant nous présente Amy demandant en son fort intérieur de la choisir. On imagine bien qu'elle veut absolument retrouver son aimé. Les amateurs apprécieront la grande justesse de la scène par rapport au matériel d'origine, et les visages sont vraiment marrants. Au final, c'est Beast qui sera retenu pour accompagner Chu et le roi des carnassiers. Dans le manga, les chérubus apparaissaient une nouvelle fois et demandaient ce qui allait advenir d'eux. Le bon gros rat leur promettait alors de créer des badges pour intégrer sa nouvelle armée, et les monstres lui témoignaient toute leur gratitude. Comme nous l'avons déjà dit, c'est vraiment dommage d'avoir retiré ces créatures dans cette adaptation. Chu fait certes partie des personnages comiques de l'aventure, mais cette partie permettait de mieux le développer. C'est d'ailleurs durant ce passage que Crocodile se disait que Chu pourrait bien devenir quelqu'un d'important. L'adaptation propose toutefois quelques passages inédits, dans lesquels l'équipe fait le plein d'objets curatifs, l'occasion de faire un maximum de clins d'œil à l'univers de Dragon Quest. Et on enchaîne avec une scène inédite, qui nous présente la petite troupe arrivée au Vern Palace. Crocodile se dit que cette fois-ci, il ne perdra pas, tandis que Chu semble impressionné par la grandeur du palais. Alors que le petit rongeur renvoie son équipe, le roi des carnassiers se dit vraiment qu'il a du cran, ce qui reprend ce qu'il disait dans la scène des chérubus dans le manga. Et on retourne du côté du combat opposant Yunkel et Im. Contre toute attente, il n'y a aucune censure, et le pauvre guerrier immortel crache du sang sous l'impact du coup. Le matériel d'origine est bien respecté. La case dans laquelle le visage de Yunkel était transformé par la douleur était saisissante. Le sang du BG jaillit sur le visage du pion, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Celui-ci commence à comprendre le potentiel de Laura, comme si sa propre colère se matérialisait en force pure. Notre beau gosse semble être au bout de sa vie, et rarement son visage aura été si marqué par les combats dans cette adaptation. Alors qu'il regarde le ciel bleu, il perd petit à petit connaissance. Dans le manga, on pouvait voir en arrière-plan ses amis, avec un effet d'évaporation, comme si sa conscience s'envolait. L'épisode reprend alors la direction artistique utilisée pour Im, tandis que Yunkel plonge dans les abysses. La mort semble donc inévitable, mais une douce voix retentit dans le néant. Une douce lumière irradie le guerrier immortel. Dans le manga, ce passage était beaucoup moins travaillé, et Yunkel était simplement allongé dans la pénombre. C'est une excellente idée d'avoir appliqué la même direction entre les deux rivaux que sont Im et Yunkel lorsqu'ils sont aux portes de la mort. Maître Avan apparaît alors pour lui rappeler qu'il n'y a pas de honte à perdre quand on a tout donné. Mais Yunkel dispose encore d'un moyen pour gagner. La tenue du maître change en même temps que ses explications pour retrouver celle d'origine. Yunkel retrouve alors son apparence d'enfant dans ce flashback, en se rappelant les préceptes de son mentor. La direction reprend à la perfection ce passage tout particulier du manga, qui nous plongeait dans l'intimité du guerrier immortel. Une douce musique nous entraîne, et une douce brise nous enveloppe. Le bruit du vent nous accompagne vers la réalité, et fait flotter les cheveux de Im. Une mise en scène efficace et subtile, qui démontre un vrai travail sur cet épisode. Yunkel semble être à bout de force, mais il se relève, encore et toujours. De toutes les personnes qui l'ont accompagné au cours de sa vie, c'est bien Maître Avan qui l'a toujours motivé à continuer le combat. L'épisode se termine donc en même temps que le chapitre 274, qui terminait également le tome 29. Quelle va être l'issue de ce combat? Réponse la semaine prochaine. C'est encore un bon épisode que nous a proposé la Toei Animation avec de bonnes idées en matière de direction artistique. La transformation de Im est terriblement efficace et bien plus impressionnante que dans le manga, qui était plus expéditif lors de ce passage. Le retour du pion pourrait être une surprise pour beaucoup, mais rassurez-vous, la plume de Riku Sanjo ne laisse rien au hasard, et tout sera expliqué lors du prochain épisode. La mise en scène lorsque les personnages sont au bord de la mort est également travaillée, avec une sensation de lente descente vers les abysses, là où ils restaient simplement allongés dans l'œuvre originale. Et c'est le type de modification qui ajoute davantage de substance à une œuvre déjà très bien construite. De plus, la scène entre Yunkel et Avan est également très réussie. On découvre ainsi davantage l'intimité du BG si jalousement gardé, avec un retour en enfance pour écouter les conseils de son maître. Côté baston, la nouvelle puissance de Im nous en a mis plein les yeux, avec des scènes courtes mais très dynamiques. Là encore, son retour est sublimé par rapport au manga, qui se contentait d'une double page pour se débarrasser de l'armée des monstres des enfers. Comme toujours, tout n'est pas parfait,
Ainsi, la confrontation entre Zaboira et Crocodile aurait mérité un meilleur traitement, aussi bien graphiquement qu'en matière de mise en scène. De bons éléments ont été ajoutés, comme le corps calciné de l'ancien Lega, mais l'attaque de Crocodile aurait pu être mieux adaptée pour être plus impressionnante. Le travail réalisé reste tout à fait satisfaisant et nous avons hâte de voir la suite. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 78 ? Cette 78e review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples, et à la semaine prochaine.